Ils m'ont exclu de la discussion, jusqu'à ce que je révèle qui contrôlait l'héritage. Je n'oublierai jamais ce dimanche après-midi. La grande table du salon était couverte de dossiers, de tasses de café à moitié froides et de regards fuyants. Le parfum du rôti que j'avais préparé s'était déjà dissipé, remplacé par l'odeur lourde de tension et de silence. Je m'étais assise dans mon fauteuil, un peu en retrait, mes mains jointes sur mes genoux. J'observais mes enfants, mes propres enfants, penchés au-dessus des papiers, discutant à voix basse comme si je n'étais plus là, comme si je n'avais plus rien à dire. C'est entre nous, maman n'a plus à s'en occuper. J'ai entendu Claire, ma fille cadette, murmurer ça à son frère, comme si je n'étais qu'une ombre, une invitée de trop dans ma propre maison. Je me suis redressée, la gorge serrée. « Entre vous ?» ai-je répété doucement. « Et moi, je ne fais plus partie de la famille ?» Ils ont échangé un regard. Cette connivence silencieuse m'a transpercé plus fort qu'un cri. Marc, mon fils aîné, a soupiré, l'air agacé. « Maman, on veut juste éviter les complications. Tu es fatiguée, ce sont des choses trop lourdes pour toi. » Fatiguée. Ce mot m'a giflé. Oui, j'ai 77 ans. Oui, mes mains tremblent parfois quand je sers le café. Mais est-ce que cela veut dire que je dois être mise de côté, effacée des décisions qui concernent tout ce que j'ai construit avec leur père? Je me suis levée lentement, les jambes un peu raides. Je me suis approchée de la table, posant ma main ridée sur la pile de documents. « Vous parlez de l'héritage, n'est-ce pas ?» ai-je demandé d'une voix ferme. Un silence glacé a envahi la pièce. Claire a baissé les yeux, Marc a serré les mâchoires. Personne n'a osé répondre. C'était donc ça. Il voulait pas discuter du partage, de la maison, des comptes, peut-être même des bijoux de famille, sans moi. Comme si j'étais déjà partie. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Des souvenirs m'ont envahi. Les nuits blanches avec leur père quand il montait son entreprise, les économies que nous avions mises de côté, les sacrifices pour payer leurs études, les étés passés à rénover cette maison de campagne. Tout cela, et maintenant il se permettait de parler de partage, en m'excluant. Je les ai regardés droit dans les yeux. « Vous n'avez pas honte ?» Marc a levé les mains, agacé. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. On veut juste t'épargner. » Claire, plus douce mais tout aussi ferme, a ajouté « Tu n'as rien à faire ici. C'est une discussion entre nous. » Ces mots « Tu n'as rien à faire ici. » Ils ont résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Je me suis assise à nouveau, lentement, pour ne pas montrer que mes jambes tremblaient. J'ai pris une gorgée de mon café froid, essayant de retenir mes larmes. Je me suis dit « Très bien. Ils veulent m'écarter. Qu'ils croient que je ne sais rien. Qu'ils pensent que je suis fragile, dépassée. » Mais ils ignoraient une chose. Depuis la mort de leur père, c'est moi qui avais gardé le dernier mot. C'est moi qui détenais la clé. Et ils n'en savaient rien. Ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai laissé passer leurs phrases, leur silence lourd. J'ai continué à préparer le dîner, à sourire timidement, à m'effacer comme ils le souhaitaient. Mais au fond de moi, je préparais ma réponse. Parce que ce qu'ils ignoraient, c'est que le testament de leur père avait été modifié et que le contrôle de l'héritage ne reposait ni entre leurs mains, ni entre les miennes, mais ailleurs. Et j'étais la seule à connaître la vérité. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Allongée dans mon lit, les rideaux tirés, j'écoutais le tic-tac obstiné de l'horloge du couloir. J'avais la gorge sèche et le cœur lourd. Les mots de ma fille « Tu n'as rien à faire ici » résonnaient encore comme une gifle. Comment des enfants que j'avais portés, nourris, consolés, pouvaient-ils m'écarter ainsi, comme une vieille servante dont on n'a plus besoin? Au petit matin, je suis descendue dans la cuisine. La maison sentait encore le café froid
et la fumée des bougies d'hier soir. Je me suis assise à la table, seule, mes mains serrant une tasse vide. Je pensais à tout ce que j'avais donné. Les nuits passées à raccommoder leurs habits, les heures passées à économiser sou par sou pour qu'ils aient tac des études, les dimanches passés à préparer des repas de famille pour qu'ils ne manquent jamais de chaleur. Et voilà que, maintenant, on m'excluait de la plus grande décision. Non pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que j'étais devenue un obstacle à leur avidité. Dans l'après-midi, ils sont revenus. Marc avait apporté encore plus de papiers, des chemises cartonnées remplies de contrats et de comptes bancaires. Claire, elle, avait ce sourire crispé, celui qu'elle affichait quand elle pensait avoir raison. Je les ai écoutés parler sans qu'ils ne m'invitent à participer. La maison de campagne, je la prends. J'ai déjà trouvé un agent immobilier. Et les comptes en Suisse ? On devrait les débloquer rapidement avant que ça devienne compliqué. Je me suis raclé la gorge. Vous savez que je suis ici, non ? Marc a levé les yeux au ciel. Maman, on t'a dit, tu n'as pas besoin de te charger de ça. Tu as déjà assez donné. Assez donné. Ces mots ont fait vibrer une colère sourde en moi. Oui, j'avais donné. Mais n'étais-je pas aussi celle qui avait construit, pas seulement donné ? Je les ai regardés, un par un. Alors, si je comprends bien, vous partagez des choses qui ne vous appartiennent pas encore ? Un silence. Claire a serré son stylo, le tapotant nerveusement sur la table. Marc s'est penché en avant, le visage dur. « Tu ne comprends pas, maman. Papa est parti, et tôt ou tard, il faudra bien que tout ça soit réglé. On préfère anticiper. Anticiper, comme si j'étais déjà morte, comme si ma chaise était déjà vide. Je sentais mes mains trembler, alors je les ai posées bien à plat sur la table pour garder contenance. Vous me considérez comme quoi, exactement ? Une invitée dans ma propre maison ? Ils n'ont pas répondu. Le silence était plus cruel que n'importe quelle phrase. Le lendemain, ils ont convoqué une réunion au cabinet du notaire, sans même m'en parler. J'ai appris la nouvelle par hasard, grâce à un message laissé sur le répondeur. Une voix brève, celle de l'assistante. Rendez-vous confirmé demain à 14h pour Madame Claire et Monsieur Marc. Pas un mot sur moi. Je me suis assise, seule dans le salon, devant le téléphone encore chaud. J'avais envie de hurler, de briser quelque chose. Mais je suis restée immobile, digne. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Ils me croyaient effacée, fragile, vieille. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. L'héritage, ce n'était pas eux qui le contrôlaient. Le lendemain, je me suis habillée avec soin. J'ai choisi une robe sobre, bleu marine, et mon vieux manteau de laine. J'ai glissé dans mon sac un document plié, jauni au coin, que j'avais gardé dans le tiroir de mon secrétaire. Le testament modifié. Quand je suis arrivée au cabinet du notaire, Claire et Marc étaient déjà là, assis côte à côte. Leur surprise en me voyant franchir la porte valait toutes les victoires du monde. Claire a murmuré, exaspérée. « Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Marc a serré les lèvres, crispé. « Maman, tu n'étais pas obligée de venir. » Je me suis avancée jusqu'à la grande table, j'ai posé mon sac et je me suis assise en face d'eux. J'ai tout à fait ma place ici. Le notaire a levé les yeux vers moi, surpris mais respectueux. « Bien sûr, madame. Nous ne pouvons rien décider sans vous. » Je me suis tournée vers mes enfants, leur soutenant le regard. Ils semblaient nerveux, presque coupables. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en position de force. Ils ignoraient encore ce que j'allais révéler. Je revois encore la salle du notaire. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, et l'odeur de cire flottait dans l'air. Une grande baie vitrée laissait passer la lumière d'un après-midi gris,
dessinant des reflets pâles sur les dossiers empilés. J'étais assise bien droite, mes mains jointes, comme si je me préparais à un jugement. Claire, nerveuse, triturait son stylo. Marc, lui, essayait d'afficher une assurance froide, mais je voyais bien que ses doigts tapaient contre la table. Il croyait tenir toutes les cartes. Il s'imaginait déjà propriétaire de la maison, des comptes, des souvenirs de toute une vie. Le notaire a commencé par lire des documents, monotones. Des chiffres, des dates, des clauses. Mes enfants faisaient un semblant d'écouter, mais leurs regards impatients trahissaient leur soif. Je les ai laissés savourer un instant ce faux contrôle. Puis, calmement, j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le vieux document plié, jauni par le temps. Je l'ai posé devant moi, sans un mot. Marc a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est ce que vous avez oublié de demander. » Le notaire a pris le papier, l'a déplié, avec soin. Ses yeux ont parcouru les lignes, et très vite, son visage s'est figé. Puis il m'a lancé un regard grave, presque respectueux. « Madame, est-ce bien la version signée par votre époux, datée de 2018 ?» J'ai acquiescé doucement. « Oui. La dernière. Celle que j'ai gardée, comme il me l'avait demandé. » Claire a blêmi. « Mais on nous avait dit qu'il n'y avait qu'un seul testament, celui de 2012. » J'ai posé mes mains à plat sur la table. « Parce que vous n'avez jamais pris la peine de me demander. » Un silence lourd a suivi. On aurait entendu voler une mouche. Marc s'est penché, presque arraché le document des mains du notaire pour le lire à son tour. Ses lèvres tremblaient. Et là, la révélation est tombée. Dans ce testament, votre père n'avait pas confié le contrôle de l'héritage à vous, mes enfants, ni même à moi seule. Non. Il avait décidé que le contrôle final, la décision ultime sur la gestion des biens, serait confié à un tiers, à une personne que vous ne soupçonniez même pas. Je me souviens encore de vos visages quand j'ai prononcé son nom. Votre père a choisi votre oncle Paul comme exécuteur testamentaire. Claire a ouvert la bouche, choquée. Mais Paul? Celui qui vit à Montréal? J'ai hoché la tête. Oui. Votre père savait que vous seriez tenté de vous disputer. Alors il a choisi son frère, un homme droit, à distance, pour veiller à ce que tout se fasse dans le respect de sa volonté. Marc a frappé du poing sur la table. « C'est impossible! Papa n'aurait jamais fait ça! » Mais je voyais la panique dans ses yeux. Le notaire a confirmé d'une voix neutre. C'est bien son écriture, sa signature, et le document est parfaitement valide. À partir d'aujourd'hui, le contrôle de la succession revient à Monsieur Paul Dubois. Un silence pesant s'est abattu. Claire s'est laissée tomber contre le dossier de sa chaise, ses yeux brillants de colère et de larmes. Marc s'est couvert le visage d'une main, incapable d'affronter la vérité. Et moi, je suis restée droite, digne. Je n'avais pas eu besoin de hausser la voix, ni de me battre. J'avais simplement laissé parler la vérité. Je les ai regardés, et j'ai murmuré d'une voix ferme, presque maternelle. Vous vouliez me mettre de côté. Mais la vérité, c'est que votre père avait déjà tout prévu. Vous n'avez jamais eu le contrôle. La pièce est restée silencieuse. Seul le froissement du papier entre les mains du notaire brisait le calme. À cet instant précis, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Ils avaient voulu me réduire au silence. C'est moi qui avais rétabli la voix de leur père. Quand nous sommes sortis du bureau du notaire, le ciel s'était assombri. Il ne pleuvait pas encore, mais l'air était lourd, chargé de cette odeur métallique qui précède l'orage. J'ai remonté mon col de manteau, avançant lentement sur le trottoir pavé. Mes pas résonnaient dans le silence gêné de mes enfants. Marc marchait quelques mètres devant, le visage fermé, la mâchoire crispée.
Claire, elle, restait un peu en arrière, les bras croisés, les yeux rougis. Aucun d'eux n'osait me parler. Ils savaient qu'ils avaient franchi une limite, et qu'il ne suffisait pas d'un mot pour recoller ce qui s'était brisé. Nous sommes rentrés à la maison. La grande table du salon était encore encombrée de papiers, de tasses vides, comme si le temps s'était figé depuis la veille. J'ai retiré mon manteau, l'ai accroché à la patère, et je me suis assise dans mon fauteuil. Je les ai laissés errer un moment, se jeter des regards furtifs, hésiter. Puis, j'ai brisé le silence. « Vous m'avez humiliée. » Ma voix était calme, mais chaque syllabe pesait lourd. Ils ont levé les yeux vers moi, figés. « Vous m'avez traitée comme une étrangère, comme si je n'avais plus ma place dans cette famille. » Claire a voulu protester, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. « Non. Laissez-moi parler. Pendant des années, j'ai gardé cette maison debout. J'ai veillé sur vous, j'ai veillé sur votre père, j'ai mis de côté pour vos études, pour vos mariages, pour vos enfants. Et hier, vous m'avez regardée comme une vieille femme inutile. » Je les ai vus baisser la tête. Marc triturait nerveusement sa montre. Claire essuyait ses yeux. « Mais sachez une chose, » ai-je ajouté en me redressant. « Je ne me battrai pas pour des murs ou pour de l'argent. Ce que je voulais défendre, c'était ma dignité. Et aujourd'hui, grâce à la vérité de votre père, je l'ai retrouvée. » Un long silence a suivi. Puis, d'une voix brisée, Claire a murmuré « Pardon, maman. » Marc, lui, a mis plus de temps. Il a levé les yeux, les siens brillants, malgré lui. « On a eu tort. On s'est laissé aveugler. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé les yeux un instant, comme pour absorber leurs paroles. Le pardon n'est pas un bouton qu'on appuie. Il naît doucement, avec le temps. Les jours suivants, les tensions se sont apaisées. Paul, mon beau-frère, a appelé depuis Montréal. Sa voix posée a rétabli une forme d'ordre. Tout serait réglé selon la volonté de mon mari, sans favoritisme ni querelle. Cela a obligé mes enfants à se tenir tranquilles. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. J'ai repris mes habitudes. Le matin, je m'asseyais près de la fenêtre, mon tricot sur les genoux, regardant les passants défiler. Le soir, je préparais un potage, comme toujours. La vie reprenait son rythme, simple et familier. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur. Plus peur de leur regard, plus peur de leur silence, plus peur de leur jugement. Ils m'avaient mise de côté, et j'avais prouvé que j'avais encore ma place. Pas seulement parce que la loi me protégeait, mais parce que la vérité, elle, ne vieillit pas. Un dimanche, quelques semaines plus tard, nous avons partagé un dîner de famille. Mes petits-enfants couraient autour de la table, insouciants, leur rire remplissant la maison. Claire servait le vin, Marc tranchait le rôti. L'ambiance semblait presque normale. À un moment, mon petit-fils a couru vers moi, s'est jeté dans mes bras et a dit « Mamie, tu es la chef ici, non ?» J'ai souri doucement, caressant ses cheveux. « Non, mon chéri. Mais je suis celle qui garde la mémoire. » J'ai senti les regards de mes enfants se poser sur moi. Il y avait encore de la gêne, encore des blessures, mais aussi, enfin, une lueur de respect retrouvée. Ce soir-là, en rangeant la vaisselle, j'ai pris un instant pour moi. J'ai posé les mains sur la table en bois, celle qui avait vu tant de repas, tant de disputes, tant de réconciliations. J'ai fermé les yeux et murmuré « Merci, mon amour. Tu m'as donné la force de rester debout. » Et j'ai compris que, malgré les trahisons, malgré les humiliations, malgré la douleur, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que l'héritage matériel. J'avais gagné le droit de me tenir droite. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.